Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'Or du vendredi 21 juillet 2017 et bientôt les vacances pour les Haussiens. Donc bonnes vacances pour ceux qui y sont et bonnes vacances pour ceux qui vont y aller. Nous, on n'y est pas encore et je vais vous parler aujourd'hui des bruits de bottes qui sont favorables à l'or. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve une excellente question. Très souvent, j'utilise cette expression, les bruits de bottes sont favorables à l'or. Et puis finalement, on s'arrête à cette expression qui fait un peu mantra, si vous voulez, vérité assénée, mais on s'arrête là et on ne l'explique pas. Et la question que j'ai eue, c'est c'est super, Charles, c'est extra, je comprends bien que les bruits de bottes sont favorables à l'or, je vois bien, mais pourquoi? Pourquoi? Quel est le mécanisme? Et c'est ce que nous allons voir, et nous allons le voir tout de suite, puis après on enchaînera sur nos graphiques traditionnels sur l'évolution du cours de l'or. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes qui se passent. La réponse en images. Donc là, le graphique ici, on ne voit pas bien les dates, mais c'est 1790. Donc c'est les cours de l'or en dollars, retravaillés, retraités évidemment, mais bon, en gros, c'est ce qu'on a de plus approchant de la vérité. De 1790 à 2010. Voilà à peu près l'évolution du cours de l'or. Donc vous voyez que là, il ne se passe pas grand-chose de 1790 à quasiment 1970. Donc 1790, 1970, il ne se passe quasiment rien sur les cours de l'or, pour la simple et bonne raison que l'or, c'est la monnaie. L'or à cours légal, on paye en or, on paye en argent métal, c'est le système monétaire qu'on appelle le bimétallisme. L'or est convertible en dollars jusqu'à la fin des accords de Bretton Woods en 1971. Donc évidemment, il ne se passe rien, pas entre l'or et le dollar, jusque dans les années 70, sauf ici, en 1933, où vous avez un premier petit pic qui est en fait la fameuse dévaluation que Roosevelt opère sur l'or, puisqu'il va faire passer l'or, je ne sais plus, de 20 dollars l'once à 35 dollars l'once ou quelque chose comme ça. Donc en fait, le même poids, pour le même poids d'or, on a beaucoup plus de dollars, ce qui revient à dire qu'on a évidemment une dévaluation du dollar. Mais encore une fois, le dollar était convertible en or. Donc ça bouge très très peu. Pourquoi on dit que donc, dans cette période-là, et Dieu sait qu'il y a eu des guerres de 1790 à 1970, pourquoi dit-on que l'or est favorable, que les bruits de bottes sont favorables à l'or? Mais tout simplement parce que l'or est la monnaie, donc de toute façon vous ne vous posez même pas la question. Vous partez bien entendu avec vos réserves d'or, avec votre bas de laine, avec vos louis d'or, avec vos Napoléons, vous traversez les frontières, vous allez en Espagne, vous vous réfugiez à Londres, peu importe ce que vous faites, vous partez en province, etc., etc. Vous faites du marché noir, que sais-je, mais vous le faites évidemment avec de l'or. La question, encore une fois, ne se pose pas. L'expression « les bruits de bottes sont favorables à l'or » est une expression qui, en réalité, va arriver au tournant des années 70. Et ça va commencer avec la guerre du Vietnam, puis après les guerres qu'on va avoir au Moyen-Orient, les craintes qu'on aura sur les approvisionnements de pétrole. Ça va se poursuivre avec les attentats du 11 septembre 2001, puis avec la deuxième guerre d'Irak en 2003, etc., etc., etc. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on va prendre conscience dans les années 70 pourquoi on a ce passage d'un dollar convertible en or à un dollar qui en réalité va être convertible en pétrole. C'est ce qu'on va appeler le pétrodollar. Donc on va passer du dollar or au pétrodollar pour que le dollar reste la monnaie centrale du système monétaire international et que tout le monde l'utilise. Eh bien, soit il fallait que le dollar soit convertible en or, ce qui n'était plus tenable en raison des déficits américains et de la quantité d'or. Donc, soit il fallait dévaluer terriblement le dollar pour continuer à le rendre convertible en or, soit il fallait cesser cette convertibilité. C'est évidemment ce qui va être choisi sous Nixon. On va cesser la convertibilité du dollar en or. Sachez qu'à cette époque-là, le général de Gaulle envoyait les navires de la marine
française, de l'armée, de la navale, cherchait, on vendait, on exportait aux États-Unis, et puis on faisait payer, on ramenait les dollars, et les dollars, on les transformait en bon or sonnant et trébuchant. Et le général de Gaulle, comme ça, a vidé un petit peu consciencieusement les caisses de Fort Knox. Donc à un moment donné, ça a évidemment coincé parce qu'il allait manquer des réserves d'or tout simplement aux Américains. Ça allait faire sauter leur système, sauter leur convertibilité. Donc ils sont passés politiquement, grâce à leur armée, grâce à leur nombre de porte-avions, grâce à une certaine politique, pas forcément, d'ailleurs forcément hyper sympathique, au pétrodollar. Et donc le dollar servit à acheter le pétrole qui était la matière première dont le monde entier avait besoin. Donc c'est comme ça que le dollar a pu cesser sa convertibilité avec l'or, tout en passant sur ce concept de pétrodollar, et donc ce qui a permis au dollar de maintenir complètement l'hégémonie monétaire qui était la sienne. C'est extrêmement important, et ça a un coût politique et diplomatique et économique absolument fabuleux quand on y réfléchit, qu'on le met en perspective, capable d'assurer la transition, de passer d'un dollar or à un dollar pétrole en assurant le leadership monétaire, voilà, c'est quand même assez fabuleux. Donc, on en revient à la question, pourquoi les bruits de boîte donc sont favorables à l'or? Tout simplement parce qu'on va se rendre compte dans les années 70, avec la guerre du Vietnam, que une guerre, ça coûte très très cher. Vous avez donc deux solutions, enfin, vous n'avez pas 36 000 des solutions pour financer une guerre. Soit vous augmentez énormément les impôts, on augmente énormément les impôts. Si vous augmentez énormément les impôts, vous étouffez votre économie, puisque tout ce que vous prenez pour les impôts, c'est plus dans votre économie pour faire de la consommation, pour faire des achats, pour faire de l'investissement, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ça a une limite. Votre taux d'imposition a forcément une limite, qui est la limite qui va tuer votre économie. Donc, il y a une limite au taux d'imposition, c'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. Au bout d'un certain seuil, ça décroît. Donc, les impôts, si vous les mettez à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, ça va. Puis, si ça dépasse ce certain niveau, ce certain seuil, votre rendement des impôts, en réalité, il va décroître, et non seulement vous percevrez moins d'impôts, mais en plus, vous en percevrez moins parce que votre économie va s'effondrer et donc va générer de moins en moins de bénéfices et de richesses. Donc, vous ne pourrez pas imposer une économie qui ne crée plus de richesses. Vous aurez tué la poule aux œufs d'or. Donc ça, c'est le premier élément. Soit vous augmentez les impôts, soit vous faites quoi? Soit vous vous endettez sur les marchés financiers. Mais enfin, là aussi, les marchés financiers vont vous prêter que jusqu'à hauteur du fait que vous soyez solvable et que si vous êtes capable de rembourser les intérêts de la dette. Si on voit que votre imposition n'est pas suffisante pour payer les intérêts ou pour payer votre dette, évidemment, on ne vous prêtera pas, ou alors on va vous prêter à un taux qui est prohibitif, et donc là aussi les taux d'intérêt vont s'envoler, vont augmenter, et donc ça va casser votre économie, casser votre croissance. Donc en réalité, on ne peut pas financer la guerre par l'emprunt. On ne peut pas par l'emprunt sur les marchés financiers. On ne peut pas financer la guerre par une augmentation d'impôts massive, parce que sinon ça tue l'économie, comme les taux d'intérêt très élevés du recours à l'emprunt peuvent tuer l'économie. Donc il vous reste que la troisième solution, qui est la solution qu'on a toujours utilisée, qu'on utilisera toujours, qu'on appelle planche à billets aujourd'hui, qu'on appellera demain planche à billets numérique, si vous voulez, planche à monnaie virtuelle, minage de bitcoin, si vous le préférez. Mais la logique, elle sera toujours la même, c'est on augmente la masse monétaire. Et quand on augmente la masse monétaire, pour payer le coût de la guerre, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On fait baisser la valeur relative de chaque unité de monnaie. En clair, quand j'imprime beaucoup de dollars, tout ce qui est rare est cher, et tout ce qui n'est pas rare est pas cher. Donc chaque nouveau dollar vaut moins que le dollar précédent. Et donc c'est pour ça qu'évidemment, vous allez assister à cette envolée, parce que graphiquement on le voit bien, c'est une envolée des cours de l'or. Et c'est une envolée des cours de l'or qui est liée tout simplement à une utilisation abusive trop importante de la planche à billets et de la création monétaire. Donc vous avez là non pas tant l'augmentation de l'or d'ailleurs que le graphique de la baisse de pouvoir d'achat du dollar. Ça peut se lire de deux manières différentes. Soit vous considérez que c'est l'or qui augmente, soit vous considérez que c'est le pouvoir d'achat du dollar qui est en train de s'effondrer. C'est la même chose. Et donc ça, c'est évidemment, on le voit très bien, le premier grand choc, c'est dans les années
70, et c'est le financement de la guerre du Vietnam. Il y en aura un autre, vous pourrez regarder sur des horizons de temps plus courts, vous verrez en 2001, quand il y a les attentats du 11 septembre, l'or monte beaucoup, vraiment, et il monte vraiment beaucoup à ce moment-là sur des inquiétudes, encore une fois, de bruit de bottes, parce qu'on sait qu'on va devoir faire la guerre et que la guerre, ça coûte cher. Et donc finalement, eh bien, c'est cette envolée-là que l'on a depuis 2001, c'est les coûts de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Syrie, de la guerre que vous avez actuellement avec évidemment le Yémen, l'Arabie saoudite, bref, tous les conflits au Moyen-Orient qui sont également des conflits autour de l'énergie, tous les conflits latents et qui menacent avec la Russie, avec la Chine, tout ça sur fond de leadership et de lutte pour le leadership mondial, pour le leadership économique, politique, géopolitique, eh bien tout ça, évidemment, ça fait que ça coûte cher. C'est une course aux armements, et cette course aux armements, elle coûte cher. Les conflits actuels, ils coûtent cher, les bombardements, ils coûtent cher. La guerre en Afghanistan n'est pas terminée. Tous les jours, vous avez des bombardements américains en Afghanistan, alors que nous sommes en juillet 2017. Tous les jours, vous avez des interventions américaines, vous avez des soldats américains qui opèrent sur le sol syrien, qui opèrent sur le sol irakien, qui opèrent partout à peu près dans le monde. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et donc, on a recours tout simplement à la planche à billets. Voilà pourquoi les bruits de bottes sont favorables à l'or, tout simplement parce que pour financer la guerre, il n'y a pas 36 000 solutions, en réalité, il n'y en a qu'une. Et c'est toujours la même. Et depuis que Jules César faisait la guerre à l'époque de Rome, eh bien évidemment, on frappe monnaie avec de moins en moins de quantité d'or. C'était ce que faisaient les Romains. Ils mettaient de moins en moins d'or dans leurs pièces, donc ce qui revenait à faire une dévaluation métallique, en laissant la même valeur faciale, évidemment. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec les billets, on en imprime de plus en plus. Mais la logique, vous l'aurez compris, est la même. Voilà donc pourquoi, en résumé, l'or est très content quand il y a des bruits de bottes, ou que les bruits de bottes sont très favorables au cours de l'or, tout simplement parce que qui dit bruit de bottes dit guerre, qui dit guerre dit gros déficit, gros financement nécessaire, beaucoup d'argent, et donc cet argent-là devra être imprimé, donc la valeur de la monnaie va s'éroder, et donc l'or va servir tout naturellement de valeur refuge, qui est une autre grande expression que vous entendez. Les bruits de bottes sont favorables à l'or, et l'or est une valeur refuge en cas de bruit de bottes. Vous savez maintenant pourquoi. On va passer à toute notre série de graphiques sur laquelle je souhaitais revenir, l'évolution du cours de l'or. Souvenez-vous, je vous reprends l'historique très rapidement. Celui-là, on est en juillet, et on est le 7 juillet, on est au début juillet, 7 juillet. On a l'or qui baisse et qui sort du canal, souvenez-vous. On passe au graphique suivant. Pourquoi il baisse et il sort du canal? Parce qu'on a les taux d'intérêt qui montent et on a la même cassure sur les obligations 30 ans du Trésor américain. Les taux montent, le prix moyen des obligations baisse, le prix de l'or baisse. On passe au graphique, pareil, 7 juillet, 10 ans, même phénomène sur la maturité des dettes à 30 ans ou des dettes à 10 ans. Donc on a vraiment une corrélation qui est très forte, c'était ce que je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. On passe au suivant. Là, on remarque, on est la semaine dernière, le 13 juillet, et là, on remarque qu'il y a du vert et que ça remonte. Si l'or remonte, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'à nouveau les taux rebaissent? Eh bien si, on le voit bien, on a les obligations qui remontent également à 30 ans, on voit bien que c'est vert, la corrélation est parfaite, les taux rebaissent. Pourquoi les taux rebaissent? Parce que Janet Yellen, la responsable de la Fed, avait dit que les taux allaient peut-être encore monter un petit peu, mais que globalement, ils ne monteraient pas beaucoup plus. Et donc, elle dit que les taux, en gros, resteront bas. Donc, les marchés le prennent dans leur anticipation et arrêtent leur hausse de taux. Ils inversent le système. Donc, évidemment, on a la même chose sur le 10 ans. Vous voyez que sur le 10 ans, c'est toujours un petit peu plus, les mouvements ont toujours un peu plus d'amplitude, ce qui est assez logique. Plus la maturité est courte, plus il y a d'amplitude. Et on passe à cette semaine, nous sommes le 21 juillet, et regardez au vendredi 21 juillet, comme le vert a continué, nous avons beaucoup remonté. Donc logiquement, si nous avons beaucoup remonté sur l'or, et on est en train, certainement, alors on va buter sur cette résistance, mais on va normalement, je pense, retourner dans notre canal, on va retourner dans le canal bleu, ce qui est plutôt pas mal. Donc si c'est ce qui se passe, ça veut dire qu'évidemment, les obligations doivent continuer le même mouvement de remontée
et c'est le cas. Ça veut dire que les taux sont toujours en train de baisser. On a pareil, la même chose sur le graphique suivant qui est le 10 ans. Vous voyez là aussi, il va réintégrer son canal. On a une corrélation, encore une fois, qui est parfaite entre les mouvements de l'or et les mouvements des obligations qui sont liés au mouvement de l'évolution des taux d'intérêt. C'est aujourd'hui ça qui guide l'or et c'est pour ça que je vous le montre semaine après semaine, qu'on regarde cette évolution ensemble pour voir un petit peu où ça va. On va passer au graphique suivant. On est toujours dans notre mouvement de drapeau, dans notre triangle. On est plutôt sur le bord haut. Bon, ben voilà, le suspense continue. Encore une fois, on va passer la dernière diapo. La BCE maintient ses soutiens à l'économie. Ça veut dire que la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a annoncé dans sa conférence de presse hier que, évidemment, il continuait les rachats d'actifs, il continuait les taux bas, qu'il s'autorisait même à augmenter les rachats d'actifs s'il fallait, que l'économie était beaucoup trop fragile pour supporter un resserrement monétaire avant au moins l'année prochaine. Donc, encore une fois, ce qui guide les mouvements de l'or, c'est la politique monétaire et les taux d'intérêt. Si nous continuons à mener une politique monétaire accommodante, alors il n'y a aucune raison que l'or baisse réellement et sensiblement. L'or se nourrit de deux choses. L'or se nourrit des bruits de bottes et des incertitudes géopolitiques qui font que s'il y a des guerres, nous serons obligés de les financer par un recours massif à la planche à billets, et donc c'est favorable à l'or. Et donc, comme de toute façon, et les politiques, ça c'est le deuxième élément, mais qui rejoint le premier, et les politiques monétaires ultra accommodantes, que ce soit de la Fed, la Banque centrale américaine, ou de la BCE, la Banque centrale européenne, c'est la même logique. Quand on fait des quantitative easing pour relancer l'économie, quand on crée des milliards et des milliards pour racheter des actifs, eh bien, on crée de la monnaie, et cette monnaie, forcément, à un moment donné, elle vient dans le circuit économique, elle vient éroder la valeur des autres unités monétaires, et donc c'est favorable à l'or pour les mêmes principes, que ce soit en cas de guerre ou en cas, donc les bruits de bottes, ou en cas de volonté de relance de l'économie. Eh bien, dans les deux cas, vous êtes obligé d'imprimer des billets. Et quand vous imprimez des billets, eh bien, c'est favorable à l'or, tout simplement parce qu'en fait, la valeur relative de chaque unité de monnaie baisse, et donc l'or, lui, en réalité, reste constant. Et c'est pour ça qu'en 1917, avec une once d'or, vous achetiez une vache. Et qu'en 2017, aujourd'hui, avec une once d'or, c'est-à-dire à peu près 1200 €, eh bien, si vous allez sur Internet et que vous tapez combien coûte une vache, vous verrez qu'une vache vaut 1200 € environ. Alors, si vous me prenez une super vache rare de compétition, blablabla, ça peut valoir beaucoup plus, 4 000, 5 000, 10 000 €. Mais si vous me prenez une vache standard de série noire et blanche laitière de base, ce sera entre 1 000 et 1 300 € la vache. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec votre pièce d'une once, en 1917, vous achetiez une vache, mais qu'en 2017, vous achetez toujours qu'une seule vache. Donc j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas l'or qui augmente, c'est vraiment la valeur des monnaies qui évolue en fonction de nos errements monétaires et de nos choix économiques qui ne sont évidemment pas toujours judicieux. Et comme le disait le général de Gaulle, n'oubliez pas cette phrase-là, ceux qui parient sur les gouvernements et leurs papiers-monnaie parient contre 6000 ans d'histoire. Et voilà une phrase pleine de sagesse. L'or ne monte pas, l'or ne baisse pas, l'or est une réserve de valeur. Tout le reste bouge autour. Ce sont les monnaies qui, elles, bougent et fluctuent. Et en général, elles ne fluctuent et ne bougent que dans un sens, celui qui tend inexorablement vers zéro au fur et à mesure que les gouvernements, eux, impriment encore. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition du JT. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.